je sais pas. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Aurore Gate, je suis journaliste pour Numérama. Aujourd'hui, on va vous parler de The Line. Je suis en compagnie d'Alain Musset. Alain Musset, vous êtes géographe, docteur de l'école des hautes sciences en sciences sociales, des études en sciences sociales, pardon, maître de conférences à l'université de Paris 10 Nanterre et directeur d'études à l'EHESS. Vos recherches portent spécifiquement sur les villes et l'urbanisme en Amérique latine, mais vous vous intéressez également beaucoup à la science-fiction. Vous avez d'ailleurs écrit le livre Station Métropolis, Destination Coruscant que vous avez avec vous. Il est là, il est très très bien. Ma femme et mon fils m'ont dit qu'il était excellent, donc vous ne pouvez pas... Voilà. Et ce livre interroge la place et la forme des villes dans les univers de science-fiction. Vous connaissez également bien le projet The Line, qui nous intéresse aujourd'hui, dont nous allons parler ensemble. Mais juste avant, je vous propose de regarder une courte vidéo explicative de The Line, qui est un projet qui soulève beaucoup de questions. For too long, humanity has existed within dysfunctional and polluted cities that ignore nature. Now, a revolution in civilization is taking place. Imagine a traditional city and consolidating its footprint, designing to protect and enhance nature. The line will be home to 9 million residents and will be built with a footprint of just 34 square kilometers. And we are designing it to provide a healthier, more sustainable quality of life. The line's communities are organized in 3 dimensions. Residents have access to all their daily needs within 5-minute walk neighborhoods. And the line's infrastructure makes it possible to travel end to end in 20 minutes with no need for cars, resulting in 0 carbon emissions. By leveraging AI technology, services are autonomous, saving you time and effort. Designed by world-leading architects, the line is 500 meters tall, 200 meters wide, 170 kilometers long, and housed within an elegant mirror glass facade. Intelligent solutions create efficiency and year-round temperate microclimate with natural ventilation. Energy and water supplies are 100% renewable. The line is designed as a series of unique communities, offering a wealth of amenities, providing equitable views and immediate access to the surrounding nature. With 40% of the world accessible within 6 hours, at the heart of the globe's key trade routes, a place for commerce and communities to thrive like nothing on Earth seen before. The Line, the city that delivers new wonders for the world. Donc voilà, c'est un gros projet. Pour résumer, on parle d'une révolution dans la civilisation. Il est question d'intelligence artificielle, de ce transport hyper moderne, d'habitation en 3D, d'une ville de 500 mètres de haut, 170 km de long. Alain Musset, quel diagnostic posez-vous sur The Line ? Je crois, comme à peu près tout le monde qui a regardé ce film, on se dit waouh. Et c'est vrai, waouh. 500 mètres de haut, ça fait partie des plus hauts gratte-ciel actuels au monde, sauf que c'est sur 170 km de long. Donc c'est un immense gratte-ciel horizontal. Donc il y a pour moi 2 choses qui caractérisent The Line, le projet qui est plus qu'un projet. On a commencé déjà largement les travaux de terrassement. Donc c'est à la fois fascination. Je travaille sur l'Amérique latine, je suis géographe, mais je travaille aussi sur la science-fiction. Et c'est un projet de science-fiction, c'est absolument invraisemblable. Jules Verne aurait pu l'inventer, mais il ne l'a pas fait. C'est Mohamed Ben Salman qui l'a inventé. Donc fascination, et en même temps, attention, répulsion. Et on y reviendra parce que mon diagnostic est là, il y a les 2 facettes. C'est extraordinaire, c'est une prouesse, mais il y a des dangers, il y a des menaces. On nous annonce que c'est une ville écologique, qui va produire sa propre énergie, qui va être très bonne pour l'environnement, etc., etc. Mais vous imaginez une barrière de 500 mètres de haut, sur 170 km de long, qui va traverser toute une série d'écosystèmes, qui va séparer en 2 des espaces avec une très intense biodiversité. Ça va changer les flux atmosphériques. Il y a donc une menace directe sur l'environnement. Et on pourrait en rajouter.
Est-ce que c'est un bon exemple, du coup, pour le futur The Line? Alors, je ne sais pas trop ce qu'est un bon exemple. Encore une fois, on peut être vraiment à la fois étonné et fasciné par ça, mais est-ce que c'est un exemple? J'ai des doutes. D'abord, il faut replacer The Line, c'est le cœur du projet NEOM, qui signifie nouveau futur. Donc déjà, c'est nouveau et c'est futur. Il y a vraiment un choix de civilisation, vous l'avez dit. Donc c'est quelque chose qui est fort, qui veut faire une révolution vraiment civilisationnelle, c'est le mot qui est utilisé, révolution, avec cette idée de on va concentrer les habitants pour laisser libre la nature. Ça, c'est un vieux projet. Je ne sais pas si vous connaissez le projet, par exemple, de Le Corbusier sur le plan voisin de 1925. Il avait exactement la même idée pour Paris, en rasant toute la rive droite de Paris et en construisant des tours pour que les gens n'empiètent pas sur le milieu. Donc c'est pas neuf, c'est une idée qui est forte, évidemment, mais qui reste quand même à démontrer. Et en science-fiction, encore une fois, moi, il y a une chose qui me frappe, c'est que le projet a été mis en œuvre. Est-ce que vous avez lu Les Monades urbaines de Robert Silverberg? Oui, peut-être, non. Lisez-le, c'est The Line. Puisque dans le futur, tous les habitants de la planète vont vivre dans des gratte-ciels de 3 km de haut et ils n'auront pas le droit de sortir. Le reste, c'est pour la nature et pour l'agriculture. Donc, ça a déjà été fait en imagination, mais l'Arabie Saoudite va le mettre en œuvre. Et en ce sens, là aussi, moi, ça m'interpelle. Mais est-ce que vous pensez que ça verra vraiment le jour à un moment? Alors, le problème, c'est que je crois qu'ils n'ont pas parlé du coût. Il me semble. Le projet NEOM, à l'heure actuelle, 750 milliards de dollars. Rien que pour The Line, 500 milliards. Et comme on sait que les budgets sont toujours dépassés, on peut imaginer ce que ça va représenter. Il va donc y avoir un problème de financement, même si c'est un fonds souverain d'Arabie Saoudite qui s'en charge, ils ont besoin d'investisseurs. Mais les investisseurs, ils rechignent un peu. Depuis que notamment Khashoggi a été un petit peu coupé en morceaux et brûlé dans une chaudière, la réputation du prince héritier est un peu sulfureuse. En plus, c'est un pays très traditionnaliste. Il y a réellement des réticences. Techniquement, on peut le faire avec l'argent. Est-ce que c'est réellement faisable sur le plan politique, culturel, etc. J'ai mes doutes. Est-ce que, selon vous, c'est la mode en ce moment de faire des nouvelles villes? Parce qu'il n'y a pas que Neom, on parle aussi de New Murabad, qui est également en Arabie Saoudite. Il y a Masdar City, qui est juste à côté aux Émirats. Il y a le projet Dakon City, qui était en Afrique. Pourquoi est-ce qu'en ce moment, c'est la mode des villes? Alors, il y a plein de projets, effectivement. Alors, je n'ose pas utiliser le terme de ville nouvelle, ni de ville du futur, parce que je ne sais pas si elles ont un futur, ces villes-là, mais en tout cas, il y a toute une série de projets de smart cities, donc des villes intelligentes, hyper connectées, puisque ça a été dit dans la présentation, le numérique, l'intelligence artificielle va être invoquée pour... Parce qu'il faut faire vivre un espace pareil qui est hyper compliqué, donc qui sera très très dépendant de la technique et de la technologie. Donc il y en a plein, effectivement. Certains n'avancent pas beaucoup. Il y a en Arabie Saoudite, c'est vraiment, ils vont très très fort. Il y a Qiddiya qui est une sorte de grand centre, je vais dire un énorme Disney. Mais consacré à toutes les sciences de la planète. Le projet a pris du retard et les autres, il y en a un qui est déjà bien en place, c'est Masdar, mais qui est d'une dimension beaucoup plus petite, qui est là aussi une smart city consacrée aux sciences du futur, aux techniques du futur, au numérique, au virtuel, etc., etc. Mais en prenant en compte les réalités du terrain, l'idée, c'est de faire une alliance entre la technologie et les pratiques traditionnelles, ce qui n'est pas le cas de Line. The Line, c'est vraiment on casse tout et on recommence. Et on fait une révolution, on fait quelque chose de neuf. Donc voilà, ça se multiplie, mais je pense que ça se multiplie aussi dans une perspective de dégradation globale de la planète, en se disant on va faire des endroits qui seront sûrs.
Donc peut-être une sorte de laboratoire de ville sous globe de l'avenir où les gens qui auront les moyens pourront se retrouver et échapper à l'apocalypse à venir, annoncée ou qui n'arrivera peut-être pas. On a l'impression que toutes ces villes, ce sont un petit peu les lubies, les projets personnels de chefs d'État ou de personnalités. Et au final, ce n'est pas forcément ça qui arrive à construire des villes habitables. Comment est-ce qu'on fait pour sortir de cette impasse ? Alors, le problème, c'est qu'est-ce qu'une ville habitable ? Voilà, qu'est-ce qu'une ville habitable ? The Line, c'est une ville habitable. Enfin, peut-être, j'espère. On ne vous l'a pas montré, mais c'est vrai, 5 à 10 minutes à pied pour circuler d'un point à un autre. C'est très, très bien. Allez sur le site de The Line. Il y a des vidéos magnifiques où vous allez voir une jeune fille qui est en train de voler dans les allées parce qu'on dirait que c'est une ville à gravité zéro. Ah, vous voyez, c'est absolument extraordinaire. Donc, qu'est-ce qu'une ville habitable ? Qu'est-ce que ça veut dire bien habité ? C'est une question que moi, je me pose depuis longtemps en tant que géographe et géographe spécialiste de l'Amérique latine. Alors, pour moi, il y a une chose qui est évidente, c'est que il ne peut pas y avoir des solutions globales. Il faut tenir compte des cultures locales. Si on essaye d'implanter un modèle sur un endroit, c'est à peu près sûr qu'il ne marchera pas. Et je vais vous donner un petit exemple. Je travaille beaucoup sur le Mexique et, par exemple, dans la péninsule du Yucatan, il y a des habitations de paysans qui sont rudimentaires. C'est un toit de paille, une pièce ou 2 pièces, un foyer au milieu, et les gens sont très contents dedans. Quand l'ONU Habitat nous parle de l'habitat digne, pour moi et pour ces paysans mayas, ce n'est pas uniquement l'accès aux ressources et aux biens matériels, c'est aussi avoir une culture et pouvoir vivre dans sa culture. Vous prenez le même habitat, vous le mettez dans la banlieue de Mexico, ça devient un habitat insalubre et indigne. Pourquoi ? Parce qu'on a changé de contexte. Le contexte va déterminer en fait si c'est un habitat digne ou pas. Juste un autre petit exemple aussi, toujours cette question centrale. J'ai beaucoup travaillé sur le sens de la justice. Qu'est-ce qui est injuste, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et notamment, j'ai beaucoup travaillé sur la communauté indigène de Sutiaba, qui est dans la ville de Léon, au Nicaragua. Et j'ai demandé, par exemple, aux gens, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la vie des habitants ? Et je me souviens, une fois, il y avait quelqu'un qui vivait dans un taudis, sans électricité, sans eau, sans rien. Il réfléchit, il me dit, il faudrait repeindre l'église. Repeindre l'église, alors moi évidemment avec mes critères de lecture de ce qui est juste ou pas et injuste, je me dis mais qu'est-ce qu'il me raconte ? Et en fait c'est une autre logique de la justice, parce que l'église c'est un bien commun dans un espace public. Si la municipalité repeint l'église, ça va se refléter sur toute la communauté. Et je lui dis mais et l'eau ? Ah oui, l'eau aussi ce serait bien, mais primero la iglesia. Vous voyez ? Donc encore une fois, il n'y a pas de recette, il n'y a pas la bonne ville n'existe pas. Est-ce que quand même The Line, ce sera un habitat souhaitable, surtout dans le cadre de l'Arabie Saoudite où c'est quand même un environnement, c'est en plein désert. Est-ce que quelque chose de bien peut sortir de The Line ? Encore une fois, on est là avec ce genre de questions, c'est une question fondamentale, mais on est dans les jugements de valeur. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien ? Ça dépend de qui habite The Line et qui ne peut pas y habiter. Parce qu'il y a quand même 20 000 personnes de la tribu des Oweïta qui ont été virées à coups de pied dans les fesses pour laisser la place à cette ville. Or, eux, ils vivaient dans les déserts depuis des centaines d'années. Ils vivaient en synergie avec le désert. The Line va vivre contre le désert. Alors, pour ceux qui habitent, s'ils aiment être enfermés, parce qu'on sera enfermés dans The Line, moi, pourquoi pas ? Mais pour ceux qui n'ont pas accès, eh bien, ça pose un vrai problème de déclassement et d'opposition entre 2 types de populations, ceux qui sont dedans et ceux qui sont dehors. Et c'est un peu ce qui nous attend, ne vous inquiétez pas, un peu partout dans le monde, sauf que The Line, ça devient l'exemple le plus démonstratif. Il y a également les travaux du chercheur Mike Davis qui parle dans son livre « Le pire des mondes possibles » d'un futur où les villes ne seraient plus qu'un énorme bidonville. C'est vrai. Oui. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas en arriver là ? Alors,
le problème, c'est il faudrait repenser globalement non pas la ville ou les villes, mais le système qui produit les villes. C'est-à-dire, en gros, je suis désolé de le dire, mais le système capitaliste globalisé néolibéral qui est aujourd'hui la seule option qui est donnée aux populations de la planète. Donc, qu'est-ce que je vais vous dire ? Il faut faire la révolution. Pourquoi pas, hein, mais ça coûte cher une révolution, notamment en vie humaine. Donc, à mon avis, il faut changer toujours de perspective, ne pas parler de l'objet en lui-même, mais de parler de celles et ceux qui font l'objet. La ville n'est que l'expression matérielle d'une idéologie. C'est pour ça que parler de ville juste ou de ville injuste, ça n'a pas beaucoup de sens. Une ville néolibérale, eh bien, elle est juste dans un contexte néolibéral, avec les pauvres d'un côté, les riches de l'autre, les gated communities, comme on dit aux États-Unis, hein, qui permettent vraiment de s'isoler des pauvres qui sont malfaisants par nature ou presque. Et donc, on a ce problème-là qui est constant. J'ai du mal, vraiment, à dire est-ce que c'est un bon projet ou pas. Personnellement, je le considère plutôt comme une dystopie. Et pas comme une utopie, c'est-à-dire une utopie qui va vers l'échec. Mais même si c'est une réussite, ce sera un échec pour moi, encore une fois, au niveau de l'humanité, parce que ce sera la concrétisation d'un monde, celui de Davis, disant qu'il va y avoir des îlots de prospérité, des bulles de prospérité dans un océan de bidonvilles. Et c'est un petit peu, malheureusement, ce qui nous attend, je crois. Pour reparler de dystopie, quand on voit dans les univers de science-fiction qu'on parle de la ville, il y a souvent cette notion de cyberpunk qui revient, donc des villes très noires, violentes, inégalitaires, sales. De l'autre côté du spectre, il y a le solarpunk, qui est quelque chose que Singapour a essayé de mettre en place avec notamment le quartier de Garden by the Bay, qui est un endroit qui est très très beau avec des arbres. Quelque chose d'assez impressionnant. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut réussir à reproduire dans l'imaginaire, ce solarpunk, qui est un futur où il y a des villes agréables ? Alors, dans l'imaginaire, oui, heureusement. Alors, la fonction première de la science-fiction n'est pas de décrire des utopies, mais exactement le contraire, pour nous dire « attention, voilà ce qui nous menace ». Et en général, les auteurs de science-fiction, il y en a de plus en plus, heureusement aujourd'hui, font des descriptions épouvantables pour dire si on continue dans ce chemin, on va dans le mur. Tout le monde a vu, je pense, Blade Runner. Les deux Blade Runner, c'est devenu l'archétype, effectivement, de la ville sur intenable, sur insoutenable, qui est aussi le modèle du cyberpunk. Est-ce qu'on peut faire mieux ? Dans la science-fiction et dans la réalité, oui, on peut faire mieux. Mais c'est très rare. C'est très très rare et j'ai longtemps dit qu'il n'y en avait pas ou quasiment pas. Je peux donner 3 exemples. Il y a Ecotopia de Kallenbach, qui est de début des années 1970, qui là présente une société du futur aux États-Unis, où dans la partie ouest, il y a eu sécession, et on essaye de créer une société qui ne soit pas une société capitaliste. Et comme la société n'est pas capitaliste, la ville change de forme. C'est la société qui va créer la nouvelle ville. Et des villes plus petites, pas des villes géantes, etc., on va dire à taille humaine. Il y a un autre exemple, c'est plus récent, c'est de Kim Stanley Robinson, c'est Lisière du Pacifique, où là aussi, après l'effondrement, on recrée une société qui va être une société non pas basée sur l'argent, mais sur la solidarité, et où la ville va épouser aussi cette transformation. Et un roman qui m'a tenu en haleine, un roman français de Camille Le Boulanger qui s'appelle Utopia, pas Utopia, mais Utopia, la ville heureuse, c'est un pavé comme ça, mais qui est passionnant, du début à la fin, et les 150 dernières pages, j'ai pas pu m'arrêter, j'y ai passé une partie de la nuit. On nous décrit une société après l'effondrement qui essaye de fonctionner sur d'autres bases et où les villes, bien évidemment, s'adaptent à l'échange, à la participation, etc., etc. Des villes beaucoup plus, je dirais encore une fois, agréables parce qu'il y a de la nature, etc. Il y a une culte de la nature, de la végétation et de l'environnement. Donc, oui,
on nous fait des propositions, et ça ressemble beaucoup, effectivement, à ce solarpunk et aux villes qu'on essaye de faire aujourd'hui. J'ai une dernière question pour vous, Alain Musset, avant qu'on laisse un petit peu de temps pour les questions du public. Est-ce que les villes, c'est le futur ? Je pense notamment à l'exemple qui est dans le livre « Demain les chiens », où on voit que dans le futur, les hommes délaissent complètement les villes. Alors, c'est encore une fois une question fondamentale et très philosophique. Ça fait des années qu'on nous annonce la mort des villes et puis bon, on se rend compte qu'il y en a toujours de plus en plus et qu'elles s'étendent avec des formes complètement différentes. Évidemment, on n'est plus avec le cœur urbain entouré de murailles qui fait la différence entre l'intérieur et l'extérieur. C'est complètement différent. Il y a toute une série d'ouvrages de science-fiction qui ont condamné les villes. Je vous conseille de lire Ravage de Barjavel. Qui est une condamnation explicite de la ville de Paris, qui avait été complètement dans le futur transformée par un architecte fou qui s'appelle dans le roman Le Cornemusier. Une fois que tout se termine, on interdit la construction d'agglomérations de plus de 2000 habitants. Donc on le voit. Mais d'un autre côté, la ville commence à en passer. À l'heure actuelle, ONU Habitat dit même qu'il faut redensifier les villes. Pourquoi ? Parce que la ville étendue, ce que les Américains appellent l'urban sprawl, la ville qui s'étend, qu'on n'arrive pas à savoir où sont les limites, ce sont des villes lisières, etc., c'est gaspilleur d'énergie, c'est gaspilleur de temps. Je veux dire, pour les transports, c'est un désastre, etc. Et ONU Habitat dit qu'il faut densifier les villes. Donc finalement, c'est la solution de The Line pour que tout soit à portée de la main et qu'il y ait très très peu de transport qui soit invoqué pour faire fonctionner la ville. Et Demain les chiens, c'est un ouvrage qui date de 1953, qui est absolument extraordinaire et qui est très paradoxal. En anglais, ça s'appelle City, la ville. Et c'est une défense, en fait, de la ville et du monde urbain. On est dans le futur. Il y a des congrès, des colloques, mais il n'y a plus que des chiens qui habitent la planète. Les humains ont disparu. Et il y a des chiens sociologues, des chiens historiens qui se rencontrent et qui discutent parce qu'il y a des grands-mères chiens qui racontent des histoires invraisemblables sur des humains qu'il y avait avant là et qui vivaient dans des villes, tout rassemblés et tout. Ils disent, mais c'est absurde, notre mode de vie est bien plus intelligent. Ils étaient bêtes, ces humains. Et le propos de l'ouvrage, c'est de dire, mais la ville, c'est justement le lieu des synergies. C'est là où on se rencontre, c'est là où on échange. Et l'idée de Clifford C. Mack, c'est de dire que petit à petit, les humains ont abandonné les villes et ce qu'il fait, c'est qu'il regarde la situation de l'Amérique des années 40-50 où les classes sociales moyennes vont vers la périphérie, chaque fois vont plus loin parce qu'il y a la voiture, après la voiture c'est l'hélicoptère, etc., etc. Et finalement, à force de se disperser, ils perdent toute signification, il n'y a plus de contact et l'humanité finit par disparaître. Ils sont remplacés par des chiens intelligents, certes, mais l'idée c'est la ville, finalement, c'est là où l'humanité crée du sens, crée de la responsabilité. Et si on l'enlève, est-ce que l'humanité a un futur ? Je n'en suis pas sûr. Merci beaucoup, Alain Musset. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ? Il y en a une là-bas. Alors, on va donner le micro. Merci. Bonjour, merci pour cette discussion. Je suis par là. Par où ? Par là ? Juste là. Ah oui, là. Oui, pardon. Comment on fait, du coup, si la ville, c'est l'humanité, pour redonner envie aux gens de retourner dans les villes ? Parce que j'ai l'impression que l'idéal en France, c'est de vivre dans sa maison avec un jardin à la campagne. Il y a un peu une contradiction. Alors, oui et non. Parce qu'on est un petit peu en retard, nous. Aux États-Unis, il y a un phénomène qu'on appelle « return to the city », le retour en ville. Et tous les grands programmes de réhabilitation urbaine des quartiers qui étaient dégradés, etc., attirent de nouvelles populations, qu'en France, on appelle des bobos, les fameux bourgeois bohèmes. Donc, il y a
de manière tout à fait paradoxale, parce que votre question est justifiée. Il y a un vrai retour en ville pour la proximité, pour les échanges, parce que c'est effectivement la ville est un lieu où très facilement on peut rencontrer des gens, hein, et donc cette idée de dispersion et d'éclatement, n'oubliez pas que c'est aussi un phénomène relativement récent, au moins dans les idées, c'est la crise du Covid qui a provoqué ce regain de finalement on est mieux à la campagne. Hein, donc est-ce que ça va durer? J'en suis pas sûr. En plus, il y a la crise à l'heure actuelle du logement, là, etc. Donc je ne sais pas, mais je peux vous assurer que l'idée d'un vrai retour à la ville, excusez-moi, traditionnelle, ça existe, c'est appliqué aux États-Unis. Hein, les classes moyennes reviennent vers le centre et délaissent ces villes lisières et délaissent l'urban sprawl. Donc je pense que la ville, contrairement à ce qu'on dit, a encore de l'avenir. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? Il semble avoir il y en a une là-bas. Quelques mains se lever. Ah. Je sais pas où. Oui, mais il y a le monsieur là-bas, le pauvre. C'est moi le pauvre. Merci pour l'intervention. J'ai une question sur la faisabilité technique. Vous avez dit tout à l'heure que c'est faisable. Je ne sais pas dans quel temps on prévoit de faire cette infrastructure, mais c'est quand même un bâtiment qui doit faire, une infra qui doit faire un demi-kilomètre de haut sur 100 km de large. 160, non, c'est 200 mètres de large. 170 km de long. 170 km de long, 200 200 mètres de large, 500 mètres de haut. Et un demi-kilomètre de haut. Le Burj Khalifa qui fait 1 km de haut grossièrement. 873. Vous êtes précis. et qui fait une centaine de mètres de largeur à la base, qui est, on va dire, triangulaire. C'est l'équivalent à peu près 1 sur 3000 l'infrastructure. Et il ne s'est pas fait en 10 ans, il s'est fait en plus que ça. C'était aussi un défi technologique. Oui. Et il y a une autre question par rapport à ça, c'est que la surface du bâtiment elle devait être recouverte de miroirs. Oui. Le soleil dans cette zone-là, ça tape énormément. Avec un miroir, c'est un double apport solaire. Et déjà, sur des projets français, avec des délires architecturaux, on s'est retrouvé avec un gazon qui est brûlé parce qu'il a un double apport solaire. Et c'est juste en France. Qu'est-ce que ça donnera là-bas? Alors, vous avez parfaitement raison. C'est faisable. Est-ce qu'ils peuvent tenir les délais? Normalement, d'ici 2030, c'est l'horizon, hein, c'est le plan 2030. Là, j'ai franchement mes doutes. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est que The Line, ça ne va pas être construit en continu, ce sera par module. Donc, ils pourront normalement être ajoutés au fur et à mesure. Hein. Donc, peut-être qu'ils n'auront pas terminé, peut-être qu'ils termineront jamais. Et peut-être que ça terminera en ruine avant d'être terminé, mais ce seront des ruines magnifiques. J'irai prendre des photos. Hein. Donc ça, c'est une chose qui est importante. Après, il y a le défi technique. Cette façade, effectivement, les chaleurs, hein, l'amplitude thermique, ne serait-ce que ça. Dans la journée, vous dépassez les 40 degrés et vous pouvez atteindre les 50. La nuit, on est dans le désert. Hein. Vous pouvez descendre à quasiment 0. Donc, vous imaginez la tension sur les matériaux que ça représente en termes de dilatation et de rétractation. Donc, justement, Burj Khalifa a expérimenté des techniques pour résister à ça, mais sur un projet aussi énorme, effectivement, il reste un doute. Et par ailleurs, vous l'avez dit, la chaleur sera terrible, et là, ça fait partie des problèmes écologiques. Parce que, encore une fois, ça va briser les flux. Vous allez avoir des zones d'ombre et des zones d'hyperluminosité avec les reflets sur le sol qui vont sacrément affecter l'environnement et les écosystèmes. Alors, heureusement, la ligne est d'est en ouest. C'est-à-dire que l'ombre portée ne sera pas aussi conséquente que si la ligne avait été nord-sud. Là, ça aurait été un désastre abominable. Mais ça pose effectivement un problème, c'est ce que je dis. Et puis, les problèmes écologiques, il y en a d'autres. Hein. Ne serait-ce que les matériaux qu'il va falloir importer pour construire The Line. Le coût
pas seulement pour payer le matériau, mais le coût en transport. La dépense énergétique que ça représente, c'est hallucinant. On nous dit que c'est compensé parce que ces miroirs-là vont produire de l'électricité à partir du rayonnement solaire, mais ce ne sera pas compensé, pas du tout. Donc là aussi, pour moi, il y a plus que des doutes en ce qui concerne la viabilité du projet. Le temps est fini, pile poil, 0-0. Voilà. Désolé, il n'y a pas d'autre temps pour des questions supplémentaires, mais merci beaucoup Alain Musset pour ces explications très intéressantes. Merci. Merci à vous.